Ok, bienvenue aujourd'hui dans ce premier podcast sur les amis qui ont pu monter leur boîte autour de quelque chose de qualité. Et je reçois aujourd'hui Fabien. Salut Salut, Fabien. salut Nicolas, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci, nickel. Bon, cool, là, tu es en direct de Contis, c'est ça? C'est ça, exactement. Je suis à Contis, ouais, pas loin de la plage. Contis dans les Landes. Parfait, donc écoute, si je t'ai invité aujourd'hui, bah déjà c'est parce que tu es un ami, et puis parce que à travers nos échanges, tu as pu me raconter un petit peu tout ce que tu as monté autour de diverses entreprises, de divers projets. Ouais, Il y en a que tu as mis en place, d'autres que tu as fait évoluer. Et moi, au regard de la norme ISO 9001, dont je suis auditeur externe et puis dans lequel je peux faire des diagnostics, j'ai trouvé hyper intéressant ta manière d'aborder les entreprises, ta manière de gérer à la fois la qualité des produits, ton processus de management, on va le dire un peu grassement, quoi, et puis ton rapport à l'humain, qui moi m'a beaucoup touché. Et donc voilà, je voulais faire cette interview pour que tu puisses un peu partager ça et puis faire ta com aussi, et puis que les gens te connaissent un petit peu mieux. c'est cool, bah, c'est génial. Mais merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. C'est la première fois aussi pour moi que je fais un podcast comme ça. Et ouais, mais je serais super content de parler de ça avec toi et d'aborder tous ces sujets. C'est vrai que j'essaie toujours d'avoir l'humain au cœur de tout ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu as eu ce ressenti aussi, ça me fait plaisir. Bah, carrément. Est-ce que ce serait OK pour toi de te présenter brièvement? Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Fabien. J'ai commencé à travailler dans le commerce sur les marchés. Ça devait être en 2008 à peu près. Je ramenais d'abord des trucs je vendais pardon des trucs que je ramenais de mes voyages. J'allais beaucoup en Asie à l'époque parce que je suis un passionné de surf depuis toujours. Donc j'ai essayé de joindre un peu l'utile à l'agréable. Donc c'est vrai que voilà, je partais en voyage et les premières années, je ramenais des petites choses de mes voyages et on les vendait sur les marchés avec ma compagne Laure. Et puis petit à petit, voilà, on a commencé à faire ça de plus en plus. Et après, on a eu un magasin en 2010 qui était à la plage à Contis, qui a été donc notre premier commerce en dur, on va dire, notre premier magasin. Et puis de fil en aiguille, on s'est mis à faire des vêtements. Donc on faisait faire d'abord dans un premier temps à Bali et en Thaïlande. Et suite à ça, on a ouvert un autre magasin en 2016 qui s'appelait Chez Lorette, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Chez Lorette. Et on a monté en 2018 notre propre marque de vêtements, puisqu'on vendait des vêtements voilà, qu'on ramenait, qu'on faisait un petit peu fabriquer partout, mais on n'avait jamais vraiment monté notre marque, donc fait fabriquer un vêtement de A à Z. Et donc ça a commencé en, que je dise pas de bêtises, 2018. On a créé la marque de vêtements COTS, donc COTS. Donc COTS, c'était un petit clin d'œil à Contis, et puis à la côte aussi. C'est aussi l'acronyme de Call of the Sea, qui signifie l'appel de la mer. Donc le pitch vite fait de la marque, c'est Call of the Sea, parce que justement nous on est des surfeurs, on est passionnés et on est prêt à tout pour pas louper une bonne session de surf. C'est-à-dire que le surf guide notre vie, il oriente notre quotidien, notre manière de vivre. Et en gros, s'il y avait eu des bonnes vagues aujourd'hui, j'aurais été capable de te dire ah désolé Nicolas, mais là j'ai un empêchement à 15 heures parce que voilà, une bonne session passe avant tout pour un surfeur passionné. Donc c'est un peu ce qu'on voulait transmettre avec cette marque. Et on a donc décidé aussi d'avoir une fabrication plus proche. Donc on a, depuis l'origine de la marque, on a privilégié une fabrication portugaise. Donc on fait tout fabriquer au Portugal avec soit des tissus recyclés, soit du coton biologique. Donc voilà, pour te faire un petit pitch de la marque et de ma personne. Yes, merci beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en gros, t'as eu une évolution. Tu étais sur les marchés, puis tu as monté un premier shop, un deuxième shop, puis tu as monté ta marque et tu as fait évoluer ta production. Du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui a fait évoluer le contexte de ton entreprise? Est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que c'est parce que tu voyais qu'il y avait un marché en déclin sur justement la vente d'objets sur les marchés? Est-ce que c'était une opportunité commerciale? Comment ça s'est passé pour toi, le fait de pouvoir évoluer comme ça, des marchés, puis ton propre shop en dur, puis un deuxième,
puis c'était quoi le contexte pour toi? Alors le contexte du premier magasin, ça a été clairement une opportunité puisque ça s'est fait en fait. Donc nous, on faisait les marchés, mais avant de faire les marchés, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans les saisons. Donc on a fait plein de métiers, voilà, dans la restauration, dans la vente, dans plein de choses. Et en fait, la personne pour qui je travaillais, qui avait un restaurant à Contis, pour qui j'ai travaillé longtemps, qui est devenu un ami très proche, lui et sa compagne d'ailleurs, voilà, qui pour le coup, eux, ils sont vraiment des personnes très très humaines, qui ont vraiment un attachement fort à l'humain. Donc, le monde des saisons, c'est assez disparate, on va dire. On peut tomber sur des gens très bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui payent mal, qui prennent pas soin des gens. Il y a quand même, je pense que c'est un corps de métier, si je peux appeler ça comme ça, où il y a beaucoup d'abus, voilà, beaucoup de gens qui sont un peu exploités. Donc, ça m'est arrivé aussi d'être très mal payé, de travailler dans des mauvaises conditions, 100 jours de repos. C'est un peu le lot de tous les saisonniers. Et en fait, je suis arrivé donc à La Pibale, qui est un restaurant à Contis. Et là, je suis tombé sur Rico et Mohamed, qui sont devenus presque des parents d'adoption. Voilà, qui ont 20 ans de plus que moi, mais avec qui on refaisait le monde après chaque service, qui étaient vraiment des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup rencontré de gens. Et voilà, ça m'a. Enfin, il y avait vraiment une part très humaine. En fait, je me suis rendu compte que voilà, que je pouvais tisser des liens avec des gens beaucoup plus âgés que moi, qui venaient de milieux différents, qui avaient des. Enfin, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit en fait de bosser avec eux. Et donc c'est devenu des amis très proches. Voilà, Mohamed, je la considère presque comme une deuxième mère, quoi, hein, je peux tout lui dire. C'est vraiment, les deux sont des gens avec qui je suis très très proche. Et en fait, donc en 2010, ils ont fait des travaux dans leur restaurant. Ils ont créé une maison à côté de leur restaurant parce qu'ils vivaient dans leur garage. Voilà, donc ils ont tout refait. Un beau projet avec un architecte où ils ont fait leur maison. Et il y avait un local vide en bas. Et ils nous l'ont proposé. Voilà. Donc nous, on faisait les marchés depuis 2 ans. Donc on avait travaillé pour eux avant. Là, on faisait les marchés. Et donc ils voyaient qu'on était sur les marchés, qu'on galérait un peu parce que pour être honnête, on n'a jamais réussi à faire vraiment de l'argent sur les marchés, mais c'était une très très bonne expérience. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, mais on a quand même beaucoup ramé. Et donc ils nous ont proposé ce local en 2010, voilà, quand ils ont créé le bâtiment. Donc le premier, c'était clairement une opportunité et le fait de l'humain, quoi, le fait d'être proche d'eux. Et voilà, eux m'ont dit, on fait ça, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu la première boutique en 2010. Ok. Vas-y, excuse-moi. Ouais, et après pour la suite, ça s'est fait. Comment ça s'est fait? C'est quand même beaucoup à coup d'opportunités, on peut le dire aussi. Comment ça s'est fait? En fait, on avait un bail précaire, donc on était installé, mais voilà, dans un truc précaire, comme le nom l'indique. C'est-à-dire qu'un bail précaire, c'est un bail qui, contrairement au bail 369, qui protège le locataire. C'est un bail dérogatoire, c'est-à-dire que, en gros, voilà, le propriétaire peut te dire d'une année à l'autre, cette année, je veux pas te relouer le local, j'en ai besoin pour autre chose. Donc, on n'était pas vraiment stressé par rapport à ça, puisque ça se faisait sur une relation de confiance avec les propriétaires, Eco et Mohamed, qui sont des proches. Mais quand même, on savait que voilà, c'était convenu d'avance que voilà, quand leur fils allait grandir, on allait peut-être devoir leur laisser le local. Voilà, c'était convenu que c'était pas ad vitam aeternam ce local. Donc, on était toujours à la recherche d'un deuxième local pour vraiment s'installer. Et puis aussi, il faut le dire, un petit magasin, voilà, pour vivre à deux. Un magasin saisonnier qui est ouvert 5-6 mois dans l'année. Ça fait vivre une personne correctement. Pour faire vivre 2 personnes ou une famille, c'est un peu plus compliqué. Donc, on cherchait un autre local depuis, voilà, on va dire 2-3 ans après avoir commencé. On s'est mis à chercher un autre local. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a jeté des lignes, quoi, un peu partout. Donc, moi, après, c'est un petit village, Contis. Donc, tous les gens que je connaissais un petit peu, les propriétaires, etc., j'ai laissé entendre à tout le monde, voilà, nous aimerions bien avoir un autre local. Donc, le jour où quelque chose se libère, on est là. Et donc, ça a mis du temps. Puisqu'en 2014, on a ouvert une autre boutique, mais dans un autre endroit, à Messanges, qui était une autre ville. Mais voilà, c'était un projet qui nous a pas du tout convenu de par la distance géographique et même le lieu de la boutique. C'était une boutique qui était dans un supermarché, donc c'était pas du tout la même atmosphère qu'à la plage.
Voilà, les gens rentraient avec leur caddie, on était en bord de national. Enfin, c'était beaucoup moins. Enfin, on s'est rendu compte que les conditions de travail, en fait, nous plaisaient pas, quoi, nous convenaient pas. Donc, on a vite lâché cette boutique en se disant, bon, ben, on espère qu'un jour quelque chose se libérera à Conti. C'est une deuxième boutique. Et ben, c'est arrivé en 2016. On était à Bali, on était à Lombok, à côté de Bali, là, dans une île. Et le propriétaire, Laurent, là, m'a appelé en me disant, ben voilà, j'ai cette boutique à louer, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça qu'on a pris la deuxième boutique, voilà, en 2016. Ok. Oh, Voilà un petit peu. il y a plein de choses. C'est riche. Donc, j'entends qu'à chaque fois, il y a plein d'opportunités parce que tu te les as créées. Comment là, on voit, tu racontes depuis l'endroit de la personne qui a réussi, c'est-à-dire qui a fait évoluer le business et ça a marché. Ouais. Tu as eu des moments où tu as dû évaluer le rapport entre les risques et les opportunités, c'est-à-dire on te propose quelque chose, mais c'est peut-être plus cher, ce bail précaire, peut-être tu peux le garder, mais en fait on peut te l'enlever n'importe quand. Comment est-ce que tu as fait pour évaluer ce risque-opportunité et prendre cet engagement à chaque fois, qui a marché d'ailleurs jusqu'à présent? Euh, alors ça, c'est vrai que c'est voilà, c'est difficile à dire. C'est un petit peu, je parlerai pas de feeling ou de ressenti, mais bon après j'ai été conseillé aussi par des gens évidemment qui font du commerce, tout ça. C'est vrai que un conseil que j'ai entendu depuis très longtemps et que je donne beaucoup aux gens maintenant, c'est dans le commerce comme ça de détail. Quelqu'un m'a dit un jour, il y a trois règles importantes. Première règle, l'emplacement. Deuxième règle, l'emplacement. Troisième règle, l'emplacement. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est un petit peu résumé ce que je vais dire, mais si tu as une boutique ou un commerce très bien placé et que tu fais pas des choses fantastiques, ça va très bien tourner. Et malheureusement, si tu as une boutique qui est mal placée, que tu as peu de visibilité, tu peux avoir le meilleur produit au monde, le meilleur concept, ça va être très difficile pour toi. Alors évidemment, il y a des exceptions à ça. En ville, par exemple, c'est beaucoup plus facile de se faire une place avec le bouche à oreille, voilà, d'être très spécialisé. Après, à la plage, nous, c'est vrai que voilà, on a des gros afflux de population sur des laps de temps très courts. Donc, si tu n'as pas une bonne visibilité, que tu n'es pas bien vu, c'est très très difficile de bien travailler, tout simplement. Voilà, c'est vraiment mathématique. C'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça, que je trouve très juste. C'est-à-dire que si tu as 10 000 personnes qui passent devant ta boutique, tu en as peut-être 1000 qui vont rentrer. Et sur les 1000, tu vas en avoir, bon, je donne des chiffres en l'air, hein, mais tu vas en avoir 3% qui vont acheter. Donc ça va faire ton chiffre d'affaires. Et si tu es juste au coin de la rue, un petit peu moins bien placé, ben, au lieu d'avoir 10 000 personnes qui passent, tu n'en as que 1000. Donc forcément, même si tu fais tout pour les attirer à l'intérieur, que tu as une très belle devanture, que tu as des super produits, un super rapport qualité-prix, mathématiquement, bah, tu vas moins travailler, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le truc important pour moi. Et par contre, c'est vrai que chaque fois qu'on a pris les boutiques, voilà, c'était des loyers qui paraissaient assez élevés pour l'époque. Quand on a eu la première boutique, par exemple, on avait un bail à 10 000 euros. Je me rappelle qu'il y a plein de gens qui nous ont dit oh là là, mais vous êtes complètement fous, 10 000 euros, vous vous rendez compte, tout ce qu'il va falloir vendre pour vous rembourser, etc. Et puis ça a très bien marché. Donc voilà, ça nous a un petit peu rassurés aussi, galvanisés de voir que ça marchait bien. Et à la deuxième boutique, il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a loué 20 000 euros hors taxe. Donc encore une fois, tout le monde m'a dit mais 20 000 euros hors taxe, mais vous êtes complètement fous, tu te rends compte, tu te rends compte. Mais je savais que la boutique était mieux placée, plus grande, donc j'étais pas vraiment flippé. Je me disais que ça allait marcher. Et ça a marché. Donc voilà, voilà. Je pense que l'emplacement c'est vraiment le truc très très important. Moi, je dis toujours aux gens, voilà, privilégiez un bon emplacement, même si vous payez plus, parce que le surplus de loyer, vous allez le rattraper en chiffre d'affaires très vite. Que si vous avez une boutique mal placée, c'est pas cher. Ok, c'est pas cher, mais si vous faites pas de chiffre d'affaires, voilà, ça sert à rien. Donc voilà un petit peu mon raisonnement pour le choix des boutiques, savoir si on y va ou pas. C'est un peu comme ça que j'ai construit qu'on a construit notre raisonnement. Ouais, ok. Bah, cool. Et en plus, ce que j'entends, c'est que bah, à la fois, enfin, ce qui peut transparaître pour moi là, c'est que tu as une bonne confiance en toi, c'est-à-dire que tu fais confiance à ton instinct, tu le sens, tu as quand même une fibre commerciale. Et puis ce que j'entends aussi qui est pas mal, c'est que tu as réussi à allier les deux, c'est-à-dire que toi, tu es surfeur, tu disais qu'une boutique au bord de la nationale, ça t'allait pas, même Ouais. si elle était
on va dire, bien placé. Donc ça répondait à un besoin personnel de pouvoir être bien placé au bord de la plage. Et en plus, tu as trouvé quelque chose où il y a du monde. Euh, complètement. du coup, ces besoins-là, comment est-ce que tu peux comment est-ce que toi tu les estimes? À la fois, bon, pour toi, vraisemblablement, c'est la plage, Ouais. mais comment est-ce que tu estimes, tu peux évaluer les besoins des gens avec qui tu travailles? Alors, dedans, je vais intégrer euh, tes clients, évidemment, évaluer le besoin de tes clients. Il y a les gens qui travaillent pour toi, puisque tu as des employés, je crois. Bien Euh, sûr. Tu as des fournisseurs. Ouais. Comment est-ce que toi, là, je parle au patron, ouais, vraiment, comment est-ce que tu arrives à évaluer tous ces besoins? Et tu as parlé plusieurs fois d'humain, à évaluer ces besoins et à les gérer de façon humaine, sans qu'elles se frottent Ouais, les ouais, unes ouais. les autres. Et si elles se frottent les unes les autres, qu'est-ce qui te permet de passer outre ou parfois d'en privilégier une que l'autre? Est-ce que tu as des outils? Comment ça se passe en fait pour toi? C'est une bonne question que tu me poses là. C'est une bonne question que tu me poses là. Alors, bon, déjà sur les besoins, le premier besoin auquel je pense quand je crée mon entreprise ou que je prends un local ou que je crée quelque chose, c'est mon besoin. Donc ça peut paraître égoïste, mais voilà, moi je pense qu'il faut toujours avoir un projet, en tout cas, qui colle avec ses besoins. C'est-à-dire, voilà, avant de voir l'aspect pécunier, évidemment, la rentabilité, tout ça, c'est des choses très importantes. Et je pense que la chose la plus importante à la création d'un, d'un commerce, je pense que c'est que le projet colle à sa personne et à son projet de vie. C'est vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir du cœur à l'ouvrage, à ce qu'on fait. Et voilà, pour être par exemple, quelqu'un qui veut devenir restaurateur, je dis toujours, il faut que tu sois sociable, il faut que tu sois prêt à bosser le week-end. Il faut vraiment réfléchir à ce que ton projet colle à ton style de vie. Voilà, ça c'est la première chose. Donc là, je parle vraiment du besoin du créateur, du fondateur de l'entreprise. Après, donc tu me parlais des besoins des clients, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire, en fait, déjà, je fais une petite parenthèse, c'est assez cohérent ce que j'entends parce que se mettre soi-même en premier quand on monte un projet, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pas si déconnant. D'autant Ouais, plus que, par exemple, tu vois, en communication non violente, on dit que sous un sentiment, il y a toujours un besoin sous-jacent, un besoin qui doit être nourri. Et toi, ouais, vraisemblablement, tu as développé de la confiance, mais de façon sous-jacente, certainement tes besoins, tu les nourris aussi. Donc, ouais, ouais. Oui, ça oui. s'entend, quoi. Oui. Ça s'entend. Oui, oui, je pense qu'il faut, pour finir là-dessus sur le créateur et les besoins, je pense qu'il faut vraiment que ça, voilà, il faut que, moi, ça collait dans le sens où c'était saisonnier et j'avais envie d'avoir du temps libre l'hiver pour surfer. Voilà, j'avais pas envie d'être dans un commerce toute l'année, d'être tout le temps dans mon commerce. Donc, il y avait cette partie-là qui collait. Il y avait le lieu qui me plaisait aussi, puisque voilà, on est près de la plage. Moi, je travaille pieds nus l'été, par exemple. Les gens sont en vacances, donc il y a quand même voilà, une forme de coolitude entre guillemets. Les gens, on va dire, sont détendus. Voilà, on n'est pas dans le métro à une heure de pointe, quoi. Les gens sont assez détentes. Donc ça me plaisait aussi. Et après même le fait de vendre des choses, voilà, qu'on ramenait de voyage, des choses qui nous plaisaient à nous, c'était assez important aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment penser à tous ces besoins-là et à ce que son projet colle à son style de vie. Euh, voilà, à l'époque par exemple, on n'avait pas d'enfants, on adorait voyager d'hiver, partir longtemps. Donc nous, ça nous allait très bien de bosser énormément l'été, voilà, bosser 10-12 heures par jour, 100 jours de repos, pour l'hiver pouvoir partir en voyage 2-3 mois. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 enfants, donc j'ai aménagé mon commerce et mon entreprise pour, à l'inverse, arriver à me dégager du temps libre l'été, parce que mes enfants, comme tous les enfants, sont en vacances l'été. Et donc, je voulais plus de ce système à bosser 10-12 heures par jour et pas les voir du tout pendant 2 mois. Et ne pas bosser l'hiver et ne pas bosser du tout l'hiver pendant qu'ils sont à l'école. Donc j'ai petit à petit, voilà, inconsciemment, aménagé mon projet et mon entreprise à ma vie pour que les deux collent. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. C'est d'avoir un projet qui colle à son style de vie, quoi. Pour moi, c'est la première question à se poser à la création d'une entreprise. C'est est-ce que mon projet colle avec ma façon de vivre et mon style de vie? Si ça colle pas, il faut pas y aller, quoi. Voilà. Ça, c'est mon avis là-dessus. Et Donc après, pour parler des besoins du client, les besoins du client, ben, honnêtement, on les a un petit peu découverts voilà, au fur et à mesure, hein. C'est vrai que nous, en plus, on est à la plage, mais on vendait
aucune chose vraiment fondamentalement utile, c'est-à-dire pas de crème solaire, pas de serviette, pas de tongs, pas de parasol, parce qu'on avait déjà des copains qui étaient installés, qui faisaient ces produits-là, donc on voulait être un peu plus singulier. Donc on les a découverts au fur et à mesure. Voilà, moi, ce que j'ai découvert là dans notre expérience à nous, c'est que c'était bien d'essayer de pouvoir toucher un petit peu tout le monde sans pour autant perdre son âme, c'est-à-dire garder son identité et sa patte dans le choix des produits. Mais ce qu'on a fait petit à petit, ce qu'on a développé, c'est voilà, essayer de pouvoir toucher tout le monde. J'entends par là, que ce soit en âge, en classe sociale, voilà, pouvoir autant avoir des produits pour un enfant qui va vouloir un petit bracelet à 4 € ou un petit collier planche de surf. Mais avoir aussi des belles robes pour une maman qui va passer, mais une casquette aussi pour un papa. Voilà, donc essayer d'avoir l'offre la plus complète possible pour que chaque fois que quelqu'un rentre dans la boutique, il puisse ressortir avec quelque chose. Donc avoir une gamme assez étoffée en termes de produits, de prix, voilà, exclure personne. Voilà, nous on a essayé d'être bon marché, mais voilà, on voulait pas exclure non plus. Voilà, je pense qu'il faut essayer d'exclure personne, et c'est un petit peu la difficulté, je trouve, c'est d'arriver à toucher un peu tout le monde, mais en gardant son identité et sa touche qui fait que ta boutique ou ton commerce ou ton restaurant, c'est la tienne et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc voilà comment j'évaluerais les besoins pour la clientèle. Après, on peut parler des besoins de nos collaborateurs, des gens qui travaillent avec nous. Ouais, que ce soit tes salariés ou bien tes fournisseurs également. Ouais. Alors là, honnêtement, ça s'est beaucoup affiné sur les années aussi. C'est vrai que je pense qu'il y a, moi, le mot que j'emploie beaucoup pour parler des gens avec qui on travaille, de nos salariés, de nos collaborateurs, c'est la confiance. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile de laisser son commerce à quelqu'un quand c'est un petit commerce comme ça. Donc moi, quand je recrute, en fait, je dis toujours aux gens, je cherche pas un vendeur ou une vendeuse. Je cherche quelqu'un à qui je vais donner les clés de mon magasin, parce que clairement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que vu que c'est des petites boutiques, la personne qui est dedans, elle a les clés, elle ouvre. Souvent, elle peut aussi fermer le soir, donc faire la caisse. Donc voilà, on a besoin d'avoir de la confiance. Et voilà, moi, c'est vraiment la première question que je me pose à l'embauche de quelqu'un, c'est pas tant est-ce qu'elle va être performante, c'est plus est-ce que je peux lui accorder ma confiance, parce que voilà, tous ces métiers-là, ils s'apprennent. Donc je préfère avoir quelqu'un qui a eu aucune expérience dans la vente, par exemple, aucune expérience dans un magasin de vêtements, etc. Mais si je sens que je peux lui donner ma confiance, voilà, je vais l'embaucher, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est de donner la confiance tout de suite. Donc moi, voilà, on essaie d'être précautionneux au choix de la personne avec qui on va travailler. Et une fois qu'on l'a, moi, je lui donne ma confiance dès le premier jour. C'est-à-dire que dès le premier jour, je lui donne les clés du magasin. Elle fait la caisse. Elle a accès à la caisse, à tout, en fait. Et de mon expérience, alors bon, pour l'instant, en tout cas, ça a toujours super bien fonctionné, parce que le fait de donner ta confiance à quelqu'un que tu connais peu tout de suite, ça la responsabilise et ça lui donne envie de bien faire et de travailler comme si c'était son commerce. Moi, j'ai toujours travaillé, voilà, j'ai beaucoup travaillé pour des gens avant d'avoir mes commerces, et j'ai toujours travaillé comme si c'était mon commerce, voilà, sans distinction, c'est-à-dire que je me donnais comme si le magasin c'était le mien. Et c'est ce que j'attends des gens avec qui on travaille. C'est voilà, voilà, je essaie de leur accorder ma confiance tout de suite, parce que voilà, je veux qu'ils donnent de leur personne et ils sont le reflet de notre commerce et de notre projet. Donc je veux qu'ils soient impliqués et qu'ils soient en confiance, et qu'ils soient assez libres de faire ce qu'ils veulent tant que ça roule, quoi. Donc voilà pour la partie collaborateur, on va dire. Yes. Après, qu'est-ce que tu voulais qu'on aborde? C'était pour les fournisseurs, mais là, je me permets juste d'interrompre par rapport aux fournisseurs. Je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est vachement intéressant. Donc j'entends qu'il y a beaucoup d'informels, de relations de confiance, mais qui sont d'humain à humain, un peu impalpables. Est-ce que tu as c'est un gros mot, mais est-ce que tu as une politique de leadership, c'est-à-dire au sens, toi en tant que directeur, tu écris, c'est-à-dire que tu écris ou tu nommes cette politique de qualité dont tu parles là, qui a l'air vraiment importante pour toi. Tu vois, tu as parlé d'implication, de responsabilité. Oui.
comment ça se traduit concrètement en termes de rôle, de responsabilité, éventuellement d'autorité? Je ne sais pas si tu as deux vendeurs, est-ce qu'il y en a un qui a une autre autorité sur l'autre? Comment ça se passe dans tes magasins? Non, moi pour le coup, c'est vrai que j'essaie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et même les gens qui sont là depuis plus longtemps ou à l'inverse, les gens qui arrivent la première année, on n'a pas vraiment de fonctionnement avec des gérants, on va dire. Enfin, on a dans la grosse boutique, par exemple, une personne qui est là depuis très longtemps, Cédric, avec qui on bosse depuis super longtemps, qui est vraiment la personne de confiance, voilà, qui est vraiment un super appui pour nous, pour les boutiques. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte que même s'il y a un petit nouveau qui arrive ou une petite nouvelle de 19 ans, que c'est sa première saison, voilà, je dis toujours à Cédric, quand vous êtes tous les deux, tu peux être à la caisse, elle peut être à la caisse, voilà. J'essaye justement de ce rôle de le garder vraiment pour moi et de pas avoir, voilà, comment dire, je cherche un mot, de N+1, enfin que tout le monde soit un peu sur pyramidal, quoi. Voilà. C'est-à-dire que voilà, Cédric, il a vraiment la responsabilité voilà, du fait que la boutique soit bien agencée, bien mise en place, machin. S'il y a un problème, il va me le faire remonter. Mais voilà, j'essaye de pas lui laisser le rôle de s'il y a un problème, voilà. Si on a un problème avec, par exemple, un vendeur ou une vendeuse nouvelle, je vais plus lui dire de me le faire remonter l'info et moi d'aller voir cette personne, plutôt que de lui mettre cette pression-là à lui, mais parce que je sais aussi que lui, il n'aime pas beaucoup faire ça. Voilà, il n'est pas très manager dans l'âme. Donc peut-être que s'il l'était, on verrait les choses différemment. Mais je sais que lui n'aime pas trop faire ça, donc j'essaie de pas lui mettre ce poids-là, sachant qu'il en a déjà, voilà, plein d'autres. En règle générale, moi, ce que j'aime, c'est essayer de sortir le meilleur des personnes là où ils sont le meilleur, en fait, voilà, tout simplement. Donc, par exemple, Cédric, je sais qu'il est excellent à... Voilà, c'est une machine, quoi. C'est-à-dire qu'il peut recevoir 12 cartons dans la matinée, les déballer, les mettre derrière. En même temps, il y a eu plein de clients, il a fait plein de ventes, il a même nettoyé le magasin dans le même temps. C'est une machine de guerre. Par contre, le management, voilà, parler aux gens, c'est pas forcément là où il a les plus grosses qualités. Il le sait, d'ailleurs, enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'il aime faire. Donc, je lui donne pas ce rôle, en fait. Je garde ce rôle. Voilà. Mais après, c'est pas applicable peut-être à une échelle. Voilà, nous à notre échelle, ça nous convient, mais c'est évidemment, je pense, pas applicable à toutes les échelles d'entreprise, quoi. Mais ce que j'entends, c'est que quand même, l'état d'esprit, c'est que toi, ton rôle en tant que directeur, c'est l'harmonisation, mais tu as déjà identifié, en fonction des personnes qui travaillent avec toi, bien sûr, à cette échelle-là, les faiblesses et les qualités que chacun a, et tu essayes d'harmoniser tout ça dans le sens de ta politique à toi. Exactement, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Voilà, j'essaie de tirer le meilleur des personnes, que ça soit en termes d'horaire. Bon, nous, voilà, c'est très pragmatique l'été, mais par exemple, il y a des gens qui sont plus du matin, il y a des gens qui sont plus du soir. Il y en a que ça va pas gêner de traîner le soir pour fermer parce que voilà, ils aiment bien, ils sont plus dans cette dynamique du soir. Il y en a qui sont plus du matin. Il y en a qui aiment bien faire le ménage un peu sur les bijoux, les trucs. Il y en a qui aiment pas. Donc voilà, j'essaie de répartir un peu les rôles. Voilà, évidemment, il y a des impératifs, donc c'est pas non plus complètement libre. Mais voilà, si je sais que quelqu'un est meilleur dans cette partie-là, je vais essayer de lui donner cette part. Soit meilleur, soit qu'il aime plus faire ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire des choses. Donc, si c'est un impératif, évidemment, qu'ils vont devoir le faire, mais j'essaie de réfléchir comme ça pour eux et pour nous. Par exemple, moi, je me suis rendu compte, j'en avais pas conscience avant, mais j'aime pas du tout ouvrir les magasins le matin. Parce que en fait, il faut faire le ménage de la boutique, on passe la serpillière, il y a souvent des gens qui arrivent, le ménage n'est pas fini, donc on est obligé de les éconduire. Ah non, désolé, c'est pas prêt. Puis j'ai un peu la tête dans le cul le matin, en fait. Et donc, j'ai compris qu'en fait, il valait mieux que je vienne pas le matin et que je suis beaucoup plus performant, beaucoup plus dans mon assiette l'après-midi et le soir. J'adore le créneau du soir, par exemple. Les gens sont très détendus, c'est un moment que j'aime beaucoup dans les boutiques, puisqu'on est ouvert jusqu'à minuit l'été, enfin 11h30.
Donc, tout simplement, maintenant, mais j'ai mis des années à m'en rendre compte et à le faire. Mais maintenant, je ne viens plus le matin du tout. Je viens l'après-midi et le soir quand je suis mieux et ça me correspond mieux. Et puis j'ai des gens qui, à l'inverse, préfèrent eux bosser le matin parce que le soir, ils ont envie d'être dehors. Enfin, voilà. Donc, j'essaie de tirer le meilleur parti de chaque personne, en fait. C'est un peu le mantra que je me donne dans l'entreprise. Excellent. Et je sais que ton temps est compté, donc j'aurais deux questions, même s'il y en a une que je t'ai déjà posée, mais on va pouvoir y revenir. Donc Ouais. là, les deux dernières questions pour cette première partie. Donc toi, je vois que tu harmonises en tant que directeur les rôles et les responsabilités, sauf que ça, euh, pour pouvoir appréhender les forces et les faiblesses de chacun et apprendre à les connaître, il faut un certain temps. Et puis toi-même, tu disais que tu as mis du temps avant de te connaître. C'est Euh, vrai. du coup, la question, c'est comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères les modifications s'il doit y en avoir? Par exemple, tu embauches quelqu'un en début de saison, peut-être au mois d'avril-mai, et puis Ouais. tu vois qu'il évolue d'une certaine manière parce qu'il essaye de s'adapter, mais tu vois que c'est pas lui. Donc, par exemple, concrètement, comment est-ce que tu le fais passer d'un créneau du matin à un créneau du soir? C'est-à-dire comment tu planifies tes modifications? Euh, Comment, comment ça se gère oui, concrètement? oui, oui. Je dirais que concrètement, c'est vrai que c'est souvent plus d'une année sur l'autre quand même. C'est assez difficile en une saison d'arriver à avoir le meilleur de quelqu'un et là où il est bon, là où il est moins motivé, tout ça. Donc je dirais plus que ça, c'est des choses qui se font plus d'une saison à l'autre quand même, quoi. Voilà. C'est après avoir fait une saison, je vois que telle personne est plus apte à faire ça ou a plus d'envie ou d'appétence pour faire ça. Et donc, l'année d'après, on rectifie par rapport à ses besoins, ses envies et ses qualités. C'est vrai que dans une saison, c'est assez difficile de. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en cours de saison, enfin peu en cours de saison. Voilà, ça peut arriver, mais voilà, quelqu'un, je vois que voilà, elle n'aime pas trop bosser du soir, on va essayer de la mettre avec quelqu'un qui aime bosser le matin, mais c'est plus quelque chose qu'on planifie d'une année à l'autre. Voilà, c'est pour ça que c'est très important voilà, d'avoir des gens qui reviennent et qui travaillent avec nous sur plusieurs années, puisque c'est là qu'on peut s'adapter à eux et eux s'adapter à nous, et c'est là qu'on donne le meilleur après. C'est pour ça qu'on essaie de tout faire pour garder de saisonniers d'une année sur l'autre, parce que c'est un énorme confort et pour nous et pour eux. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est ça, c'est d'essayer de garder les gens avec nous, quoi, de les motiver pour qu'ils reviennent et qu'ils n'aillent pas faire une saison ailleurs ou l'année d'après, quoi. Après, malheureusement, le monde des saisonniers, c'est un monde où ça tourne beaucoup parce que c'est beaucoup de gens qui sont en reconversion ou des gens qui changent de vie ou des gens ou des jeunes, voilà, qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Donc, c'est assez difficile de garder les gens beaucoup d'années. Mais on arrive quand même à garder, voilà, tout le staff qu'on a cette année, par exemple. On est 9 à travailler en tout maintenant. On a que 2 nouveaux cette année, donc on est 7 à être des gens je me compte, hein, je m'inclus moi et ma compagne et moi dans les 9. On est quand même donc nous deux plus 5 personnes qui reviennent depuis de nombreuses années et 2 nouveaux pour cet été. Voilà. Ok. Donc vraiment, ton leitmotiv pour valoriser les gens, rester dans l'humain et garder cette confiance-là, en fait, tu veux fidéliser ça. Tu veux les fidéliser pour qu'ils puissent revenir et que, ben, en fait, tu les aies pas formés et qu'ils aillent à un autre moment ailleurs, ils deviennent meilleurs d'année en Exact, année. Et, exactement. et pour les fidéliser, du coup, je vais reprendre ma question précédente, mais je vais essayer de la condenser pour garder ton temps précieux. Comment est-ce que tu communiques sur ta politique de qualité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie ta manière d'agir, ta politique à toi, soit en termes d'humains, Ouais, soit ouais, ouais. en termes de produits vendus, non seulement par rapport à tes employés, mais aussi à tes fournisseurs. C'est-à-dire cette politique de qualité qui fidélise tes fournisseurs, qui fidélise tes salariés, éventuellement qui fidélise tes clients, même si j'entends que c'est une Ouais, ouais. population bougée puisqu'elle est estivale. Comment est-ce que tu la communiques? Comment est-ce que tu l'as créée? Comment est-ce que tu la valorises? Est-ce que tu la modifies régulièrement? Comment ça Mais se passe? je dirais encore une fois que c'est encore une fois l'humain qui est au cœur de tout ça, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que les gens avec qui on travaille deviennent part de la famille Coats ou de la famille des magasins. C'est-à-dire que je vais être très attentif à leurs besoins et à leurs personnes. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est pas bien, je vais vraiment essayer de savoir. Je vais pas lui demander ça va et ça va, et non, je vais essayer vraiment
savoir voilà, pourquoi ça va pas, comment ça pourrait aller mieux. Je pense que voilà, c'est les relations sociales, les relations humaines en fait. Voilà, pouvoir laisser à quelqu'un 2 ou 3 jours par exemple s'il n'est pas bien. Je peux citer l'exemple d'une vendeuse l'an dernier par exemple qui avait eu un chagrin d'amour. Je pense que c'était son premier chagrin d'amour. Donc c'était assez terrible. Elle venait à la boutique, elle pleurait dans la réserve. Enfin voilà, j'avais vraiment mal pour elle. Et donc je lui ai laissé spontanément un jour de repos en plus de son jour. Je lui ai dit bon, bah, écoute, là t'as le vendredi d'habitude, prends ton samedi aussi, prends 2 jours, reviens-nous en forme, voilà. C'est vraiment pas grand-chose pour nous, honnêtement. C'était pas un coût énorme, quoi. Voilà, c'était un jour pour moi de travail ou en plus. Et pour elle, non seulement ça lui a fait du bien, mais elle me l'a dit en fin de saison. Elle nous a dit je voulais vous remercier parce que vous avez tous pris soin de moi quand j'allais pas bien, que ça soit nous, donc voilà, les patrons, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, ou sa collègue vendeuse qui a aussi pris soin d'elle, voilà, qui s'est occupée d'elle quand elle allait pas bien. Et elle a employé ce mot de famille que j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit je me suis senti un peu comme dans une famille. J'ai senti que si ça allait pas, ben, il y avait quelqu'un qui allait être là pour m'épauler. Et je pense que voilà, que ça soit avec nos fournisseurs ou nos salariés, je pense que c'est assez important voilà, d'avoir de l'humain, c'est-à-dire de se dire par exemple, sur une confection au Portugal, je ne vais pas lâcher cette confection parce que l'autre est 10 centimes moins cher, mais je vais plutôt aller voir avec elle, lui dire bon, j'ai quelqu'un qui est peut-être un peu moins cher, mais moi je veux rester avec toi parce qu'on travaille ensemble depuis le début. Donc c'est mettre de l'humain, je pense, dans toutes ces relations où souvent on peut oublier un peu ça, parce que c'est des relations d'argent, de business, d'entreprise. Voilà, moi je n'aime pas trop ce mot business, je préfère le mot entreprise parce que voilà, ça sous-entend une entreprise, que c'est un groupement de personnes et qu'il y a de l'humain là-dedans et que c'est un peu comme une famille. Et c'est ça que j'apprécie de plus en plus dans l'entrepreneuriat, c'est voilà, de tisser des liens sociaux et humains forts. Voilà. Bon, ben, pour les gens qui vont écouter ce podcast, vous comprendrez pourquoi j'ai voulu interviewer Fabien en premier. Merci Nicolas, non, tu me flattes trop là, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est cool. Et puis, je vois qu'en plus, tu es dans un souci à la fois humain, mais tu entends encore le mot entreprise lié à famille, avec une amélioration continue que tu essayes de faire développer, pérenniser. Et bon, moi, c'est ce que je vois qui peut fonctionner. C'est-à-dire que j'ose espérer, je vois pas ça dans toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens, mais c'est ce à quoi vraiment j'aspire. Et voilà, par ton interview, je voulais que ce soit un peu plus diffusé. Et puis, je sais que donc tu vas devoir arrêter. Donc là, c'est une première partie. Est-ce que tu serais OK pour que... parce que là, tu as enchaîné avec un petit mot qui était la conception au Portugal. Et j'aimerais bien pouvoir te questionner justement pour revenir sur les fournisseurs, la conception et comment tu gères tout ça. Parce que là, tu as parlé beaucoup de l'humain et de ce qu'il y avait dans le cœur quelque part. Et il y a aussi, même si tu n'aimes pas ce mot-là, mais je vais dire le mot business, c'est-à-dire les produits, la qualité, les confections, les réflexions. Et tout ça, j'aimerais bien en parler avec toi. Est-ce que tu serais d'accord pour... À fond, bien sûr, bien sûr. Quand tu veux, vas-y, avec plaisir. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble, Nicolas, tu le sais bien. J'apprécie beaucoup. Et voilà, bon, écoute, c'est cool, merci beaucoup. On va arrêter là. Et puis pour les gens qui écoutent ça, on va faire la deuxième partie. Bientôt, vous l'aurez en podcast dans les oreilles avec Fabien. Et est-ce que tu peux nous rappeler donc les endroits où sont tes boutiques, les endroits où on peut te contacter, si tu as des sites internet, comment est-ce qu'on peut un peu plus connecter à ta marque et à tes différents produits? Yes, alors nous on a 3 boutiques qui sont donc à Contis-Plage, les 3. Donc Contis, c'est un petit village dans les Landes. Donc on a la boutique Au Petit Bonheur, c'est ma compagne maintenant qui en a l'intégralité quasiment de la gestion. Après on a la boutique Chez Lorette où on vend donc notre marque qui s'appelle Cots. Et après, on a la boutique Les Baigneuses qui est plus orientée maillot de bain, tout ça. Donc, tout est à Contis-Plage. Donc, si vous venez à Contis, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas nous louper, ou presque. Et après, notre marque de vêtements donc, qui s'appelle Cots, C-O-T-S. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur Cots Wear. C'est pas très joli, mais voilà, et malheureusement, il n'y avait que ça de dispo. Donc, Cots et après W-E-A-R, Cots Wear, les vêtements Cots. Et après, on a un site internet, cots.shop, où vous pouvez retrouver nos produits, des petites vidéos de ce qu'on fait, etc., etc. Voilà ce que je peux vous dire. Yes, super. Et puis, comme je sais que tu as aussi un team de surf qui va avec cette marque-là, tu as des photographes qui travaillent pour toi, tu as des designers. Donc, si tu es d'accord, dans la deuxième partie, on parlera de tout ce travail-là, de tout ce que font ces gens dans l'ombre, derrière les produits, pour
pour pouvoir fournir quelque chose de qualité à travers tous ces magasins et cette marque-là. C'est bon pour Carrément. toi? Avec plaisir. C'est tout bon pour moi. Allez, à Bon, bientôt, Nicolas. merci beaucoup. À plus, ciao. Allez, ciao, bye.